Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom est Carlando Moret, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de NFT, on va parler de tout ce qui vient avec ce beau monde-là. J'accueille avec moi aujourd'hui JP, Jean-Pierre, Lana et Rama, qui va pouvoir nous parler de ce beau monde que moi, je ne m'y connais pas vraiment. Alors, je vais poser des questions que les gens risquent de rire de moi un peu, mais c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Alors, Exact. let's go. En passant, une question que je pose à tout le monde, c'est quoi votre parcours personnel qui vous a mené là où vous êtes présentement? On va commencer par JP, d'accord? Big question. Actually, on a des femmes. On va commencer avec les femmes d'abord. Qu'est-ce que tu en penses? Rabat? C'est une grosse question. Je pense que le point instrumental, comme je disais à tout le monde, là où j'ai eu mon épiphanie, c'est quand je suis allée à Singapour, parce que c'était un monde qui était vraiment avancé. J'ai été introduite aux données lors de mes cours là-bas. Puis après, c'est là où j'ai comme fait un 360. Je suis allée en maths, j'ai appris à coder, etc. Puis je pense que vraiment ce voyage-là a été le début où je suis rendue maintenant, là, comme quelqu'un qui aime la technologie, la culture, la créativité et tout. Mhm. OK, c'est parfait, c'est parfait. Wow! Je savais pas. En fait, moi, je suis une artiste et puis je fais principalement de l'art digital. Et donc, dès que j'ai entendu parler d'NFT, vraiment de basics, tu peux vendre un fichier digital digitalement, mon mind a été complètement blown. Et je suis genre, hein, comment ça c'est possible? Donc, j'ai fait plein de recherches pour comprendre. Et puis, donc, je suis rentrée dans la crypto par les NFT directement. Donc, c'est vraiment les NFT qui m'ont fait aimer la blockchain et genre vraiment rentrer en tech. J'ai toujours aimé la tech depuis que je suis toute petite. C'est même pour ça que je fais de l'art digital. Mais j'avais pas encore de raison de vraiment être into it complètement. Et grâce au NFT, là, genre, j'ai été vraiment beaucoup plus curieuse. Et qu'est-ce que tu veux dire par de l'art digital? De l'art digital, en fait, l'art digital, c'est n'importe quelle forme d'art que tu vas faire à partir de médiums qui sont électroniques. Donc, moi, je fais des peintures digitales, donc ça va être des peintures faites à partir de mon iPad ou sinon sur Photoshop. De l'art digital peut être aussi du 3D, Du quoi, tu dis? 3D, Ah, je 3D. connais pas du tout. Ah, OK, ouais, L'art ouais, 3D. ouais. Écoute, mon cerveau est trop francophone là présentement, je m'excuse. De l'art 3D, ça peut être de l'art génératif aussi. Donc, de l'art génératif, c'est du coding qui va créer genre une œuvre. Ça peut être de intelligence artificielle aussi. Donc, c'est vraiment plein de médiums différents qui sont électroniques qui te permettent de créer de l'art. Donc, c'est vraiment une autre sphère du domaine artistique qui est très, très exploitée en ce moment. OK, excellent. J'ai hâte d'en savoir plus. Nice. JP. En fait, moi, mon parcours, il commence un peu plus tôt. En fait, comme Candido l'a dit, mon nom est Jean-Pierre et j'ai un frère jumeau qui s'appelle Jean-Paul. Il ne faut pas confondre, en fait. C'est pour ça qu'il veut préciser. Et on a tous des jumeaux très intéressés, très curieux par la technologie. Et donc, quand on était au cégep, on a parti une compagnie de comptabilité en ligne. Et ce qu'on faisait, c'était des impôts et de la tenue livre pour des startups. Et notre premier gros client, c'était une compagnie de crypto. OK. Et c'était en 2016, 2017. Et elle nous a expliqué c'est quoi Ethereum, Bitcoin, des contrats intelligents qu'on va en parler tantôt, smart contracts. Et comme Rama, j'ai eu la chance d'aller vivre au Singapour. Et c'est vraiment été un moment très important pour moi parce que j'ai vu c'était quoi vraiment la technologie, mais vraiment avancée. Et je suis revenu aussi au Canada en 2018 et je suis parti travailler chez Deloitte, qui est une firme de consultation. Et ça fait environ près de 2 mois que j'ai fait un saut vraiment de la consultation en blockchain. Et donc là, je travaille en product marketing, donc en français, c'est marketing de produits, pour une compagnie qui s'appelle Data Hub, qui est une plateforme de
blockchain pour les développeurs. OK, c'est excellent, c'est excellent. Écoute, avant d'aller plus loin, mon équipe m'a dit qu'il faut se rapprocher des micros. Fait que juste comme un peu plus proche. Mais ouais, je pense que ça devrait pouvoir le faire comme ça, exactement. Fait que, tu sais, pour commencer réellement, c'est quoi un crypto? Je sais pas si qui veut commencer, mais moi, c'est mes genres de questions. C'est quoi un crypto exactement, tu vois? Crypto, déjà, c'est une crypto. Bon, ben voilà, hein, c'est fait. Et en fait, c'est de la crypto-monnaie. Donc, c'est de l'argent qui est encrypté, qui est décentralisé et qui est fait par des ordinateurs. C'est vraiment électronique, c'est de l'argent électronique. OK. Est-ce que quelqu'un veut rajouter sur cette définition? En fait, je pense que si on parle de crypto-monnaie, il faut parler de décentralisation. C'est comme le deuxième terme. Puis, la c'est pas la Banque mondiale qui gère ça. De façon simple, la décentralisation, c'est juste que il y a une visibilité complète, une transparence complète de A à Z pour toutes les transactions qui sont effectuées dans un système X. Ce que j'aime dire souvent, c'est que, exemple, moi, quand je vais... si je veux envoyer de l'argent, exemple, au Sénégal, si je veux envoyer de l'argent au Sénégal, par exemple, il faut que je passe par ma banque, la banque doit approuver, il faut que ça passe par probablement 4-5 intermédiaires pour après se rendre. Puis moi, je paie des frais tout le long du chemin, c'est super compliqué, c'est pas décentralisé. Dans un monde décentralisé, je pourrais juste prendre mon Ethereum qui est dans mon wallet, l'envoyer directement, il n'y a pas de frais de change, il n'y a pas d'intermédiaire, il y a juste une transaction qui existe sur le blockchain qui dit, ça a été envoyé à telle personne et c'est immuable. Est-ce qu'il existe des frais de transaction à ça? Il y a des frais de transaction pour le mining, pour que la transaction soit sur le blockchain, mais je préfère faire ça que de devoir transformer mes euros en francs CFA. Je perds beaucoup plus d'argent en faisant ça. Okay. Et Rama vient de parler d'un point très important, elle parle d'envoyer de l'argent au Sénégal. En ce moment, les plus gros utilisateurs des crypto-monnaies, dans les top 10, 4 de ces pays-là sont en Afrique. Donc, on parle d'Afrique du Sud, Sénégal, on parle aussi du Nigeria et du Ghana. Pourquoi? Parce qu'on est des populations qui sont à travers le monde. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'envoyer de la crypto-monnaie à des amis, à des membres de la famille qui sont à l'extérieur du pays, à travers justement la crypto-monnaie. Et donc, c'est là, en fait, que c'est intéressant parce que tu sais quand la personne a reçu, c'est dans le blockchain. Donc, c'est dans les chaînes de données. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est vraiment transparent, une invisibilité à travers tout le monde. OK. Puis pour ceux qui ne savent pas, moi, je sais c'est quoi un blockchain. C'est quoi un blockchain? Pour parler de blockchain, il faut un petit cours d'histoire. Donc, en fait, ça a commencé donc, en 2008. Donc, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un groupe de personnes. C'est pas une intelligence artificielle. Peut-être quelqu'un quelqu'un qui vient du futur. Ils ont créé, ou il a créé un Bitcoin. Et en fait, ça, c'est une technologie qui, depuis les années 90, ça existait grosso modo, mais ça ne marchait juste pas. Et en 2008, ils ont sorti un white paper, un papier blanc, qui est justement donc, qui explique c'est quoi le blockchain, comment ça fonctionne. Et à partir de là, c'est là qu'on a compris c'est quoi un blockchain. Et depuis maintenant, près d'une dizaine d'années plus tard, il y a eu d'autres crypto-monnaies qui sont venues après, donc Ethereum, Avalanche, Solana. Et donc, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est à partir d'un concept anonyme en 2008 et maintenant, ça vient changer des vies de millions de personnes. Wow. Et donc, en blockchain, de manière grosso modo, c'est une chaîne de données. Donc, comme Rama parlait, c'est que quand une transaction est faite, ça va dans une chaîne de données. Et après, ça vient se vérifier. Donc, il y a une double transaction. Pas une double transaction, mais une donnée est envoyée dans le blockchain. Et après, on vient vérifier la transaction. Okay. Et ça fait un bloc de données. C'est pour ça qu'on appelle ça un blockchain. OK. Puis on est capable de suivre à la trace tout ce qui a été fait. Exactement. Qui a touché, qui n'a pas touché, tout ça. OK, je vois. Puis, il existe combien de types de crypto-monnaies présentement? Un nombre infini, je pense pas qu'on peut... À ce point-là?
Tout le monde Ouais. peut créer une crypto-monnaie. Même toi, tu peux créer une Ouais. crypto-monnaie. La dernière Ouais. fois, j'ai créé un NFT, fait que là, j'ai un crypto. OK, c'est bon, c'est bon. C'est Ouais. juste... Ouais, il y en a tellement. Je pourrais Mais c'est en quoi parler. les plus fiables? Est-ce qu'il existe d'ailleurs des cryptos qui ont été créés par des gens de nos communautés? Oui. Ouais. OK, c'est quoi ces cryptos? Il y a J'aimerais bien. Icon. Ouais, il y a... Et- je vais pas donner la Il y a publicité à qui? Icon. Non, non, mais moi, je préfère donner la publicité à ces cryptos. Ben, Plus pas que- celle de Akon, parce que Ah, elle est un peu plus problématique. Là. Mais il y a Guapcoin qui va bien. Là. Tu sais, moi, j'en ai pas acheté, mais ça a l'air de bien aller. Et pourquoi t'as pas acheté? Juste parce que je comprenais pas l'utilité du projet. OK. OK. Est-ce qu'on peut parler d'utilité? Ben, en fait, Mhm. pour chaque crypto, c'est en fait dans la Web3. Tout ce monde-là, on appelle ça Web3 parce que Ouais. c'est un nouveau Internet, en fait, qui est complètement décentralisé, où c'est vraiment les utilisateurs qui ont le pouvoir et tout. Mhm. Et les plateformes, eh ben, c'est juste des plateformes d'Internet qui vont enhance, genre, tout ce qui se passe sur Internet, mais c'est vraiment les utilisateurs qui gagnent réellement. Et ça, c'est vraiment la décentralisation et c'est le but de Web3. Donc, tout ce qui combine blockchain, crypto, NFT, etc., fait partie du Web3. Et en fait, toutes les crypto-monnaies qu'on voit, les principales crypto-monnaies, celles qui ont le plus de pouvoir, c'est celles qui ont vraiment leur propre blockchain. OK. Parce que avoir une blockchain, c'est beaucoup de travail, OK? Donc, il faut vraiment que ton projet soit solide et que ta crypto ait une utilité. Donc, déjà, là, tu peux dire, ah ben, cette crypto-là, elle a déjà sa propre blockchain. Donc, elle fait plus de sens qu'une autre qui est juste un token qui n'a pas tellement rapport, you know? OK. Donc, il y en a plus. Parmi les milliards de cryptos qui existent, il y en a peut-être seulement genre 20 qui font réellement du sens Milliards. parce que c'est encore nouveau. Et parmi ces 20-là, il y en a peut-être seulement genre 5 qui sont réellement actives parce que c'est beaucoup de projets qui sont créés et qui sont en développement, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont en activité. Mais pourquoi il y en a autant? Est-ce que, je veux dire, tu sais, chaque pays a leur monnaie, en quelque sorte, mais là, dans un pays, on peut retrouver genre 20 ou 40 types de monnaies différents, en fait, en Ouais. crypto différents. C'est des communautés qui créent un projet puis qui Ouais. ont leur propre monnaie. Ouais. C'est C'est ça. comme si toi, tu décides, ben, je veux créer mon propre système pour transiger avec mes amis. Donc, je vais prendre mes 20 amis, on va se créer un token ensemble. Parce que ce genre de système existait déjà bien avant. Tu sais, les gens créaient leur propre monnaie par rapport avec un papier, là, whatever, Ouais. puis qui avait une valeur. Je pense que ça se fait même ici au Québec. Ouais. Je me souviens plus c'est où, mais dans différentes localités, ils font ça. C'est que les gens créent leur propre Mais monnaie. les billets Canadian Tire, je pense. Ouais, genre, Ouais, bon, et voilà. c'est Ça, un c'est, ça, peu c'est ça, l'exemple ouais. parfait. Puis, c'est quoi les risques qui sont associés à, ben, je veux dire, par rapport à investir dans la crypto? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a plus de risques que de bénéfices? Ça dépend si tu t'éduques ou non. C'est juste que je pense que les gens, comme il y a quelqu'un qui dit tout le temps, c'est Marcus Troy, je crois, qui dit Dior, do your own research. C'est comme, je pense que les gens, ils regardent pas. They click links, comme ils sont comme c'est pas clair, genre ça. Je pense que les gens doivent commencer à lire, commencer à s'éduquer. Et je pense que les gens doivent arrêter de penser que c'est un money train, pour que tu peux juste te faire de l'argent rapidement, parce que c'est pas ça le fondement de la crypto-monnaie puis des communautés dans le Web3 et tout. Ouais, effectivement. Fait, c'est quoi les étapes alors pour s'éduquer réellement? Je sais, on peut faire n'importe quelle recherche Google, mais est-ce que vous avez des références à donner qui sont beaucoup plus... Je sais pas, moi, j'ai appris dans le Clubhouse era, fait que j'ai l'impression que la façon que je me tenais au courant n'est plus actuelle, parce que c'était vraiment comme... It was bubbling up, là. Il y avait des rooms toutes les journées par rapport à ça. Les gens, ils buildaient en même temps. Chaque semaine, il y avait une nouvelle app ou une nouvelle plateforme qui sortait. So, je sais pas si ça s'applique maintenant, là, je sais pas. Ben, Clubhouse, oui, encore, mais je sais pas, moi, quand j'ai appris tout ça,
quand j'avais des questions précises et tout, je voulais vraiment des sources fiables. Et quand j'ai cherché des sources fiables, je me suis dit, ben, je vais aller vraiment sur les sites des plateformes même de crypto, parce qu'eux, ils peuvent pas te dire n'importe quoi, you know. Donc, j'allais sur la section, il y a un truc, un site, Binance, c'est une plateforme de trading de crypto, et ils ont un Binance Academy. Donc, dedans, il y a vraiment tous les cours, genre, si tu connais absolument rien, ils vont vraiment tout apprendre et c'est super facile à comprendre. Même chose pour Coinbase, il y a ça aussi. Ledger aussi, donc Ledger Academy aussi, ils ont ça. Donc Ledger, c'est vraiment une wallet de crypto qui est vraiment sécurisée parce qu'elle est hors net, donc elle est vraiment physique. Donc Ledger, ils apprennent. Physique? Ouais, donc ça ressemble à quoi? Ben, c'est comme un hard drive. Ouais, ça ressemble à une clé USB, genre. Et donc, Ledger, puisqu'ils se spécialisent en sécurité, ils vont vraiment bien t'apprendre les trucs. Ils vont t'apprendre, mais aussi ils vont t'apprendre à te protéger en même temps. Donc, Ledger, c'est très, très bien si tu veux, genre, être sûr d'être super barricadé et tout pour pas te faire frauder ni rien. Donc, ouais, moi, je dirais de commencer par là. YouTube à éviter parce qu'il y a plein de... Non, mais vraiment éviter YouTube. TikTok aussi, plein d'influenceurs qui sont payés pour te faire dire des choses. TikTok, c'est absolument... Les célébrités aussi, écoutez pas. C'est Kim Kardashian fait un ad pour quelque chose, don't listen to it. Oh my God. Ouais, Kim... non. Floyd Mayweather. Genre, comme, il faut pas leur faire confiance. Ouais, vraiment pas. Et Twitter, toute la communauté de Web3 est sur Twitter parce que Twitter, c'est une des seules plateformes de social media qui est, on va dire, sur le bord de la décentralisation parce que, genre, tu peux être vraiment anonyme et c'est vraiment juste écrire, tu vois, ou parler. C'est pas genre, tu postes une photo puis tu te mets de l'avant comme Instagram. C'est vraiment plus genre parler, networking. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens de Web3 sont sur Twitter. Donc, ouais. Et ça, c'est vraiment des bons points qu'elles ont ramenés. Moi, je dirais c'est comme, il y a 3 choses que tu dois faire. Premièrement, c'est de juste chercher sur Google Bitcoin White Paper et ça va vraiment te faire comprendre quand tu lis, donc ce que justement il a été publié en 2008, tu comprends c'est quoi le but de la blockchain, pourquoi ça a été créé et c'est quoi le futur de ça. Il peut y avoir des parties un peu techniques, mais je suggère fortement aux gens d'aller le lire pour moins comprendre c'est quoi le but. Deuxièmement, comme Lana a mentionné, Twitter. Twitter peut être une très belle plateforme si tu follow les bonnes personnes, si tu ne follow pas des superstars comme Kim K. Si jamais il y a des gens qui ont des questions sur Twitter, dans les show notes, je vais mettre mon Twitter, puis je peux envoyer des bonnes pages sur qui follow pour comprendre la crypto. En troisième lieu, je dirais, c'est vraiment, comme on a fait, c'est d'aller et de bâtir quelque chose, bâtir soit une application, comme toi, tu as fait, tu as créé ton propre NFT, même si je m'en souviens pas comment j'ai fait. Aucune idée comment ça fonctionne. Et c'est là qu'il y a différents cours que tu peux apprendre sur Binance. Par exemple, tu peux faire une publicité, mais nous, Data Hub, c'est une plateforme que tu peux développer, donc créer une application gratuitement pour commencer. Et tu vas vraiment interagir avec le blockchain. Donc, on parle de, tu veux par exemple juste faire une recherche dans le blockchain, te permet de te connecter à la blockchain. De vraiment aller puis bâtir quelque chose. La meilleure chose que tu peux faire, c'est, il y a le côté théorie, mais le côté pratique. Donc, vraiment aller, même si tu n'es pas en codeur, juste aller voir. Et c'est vraiment te dire étape par étape, même si tu n'as aucune connaissance en crypto. Il y a des plateformes comme Data Hub et d'autres plateformes qu'on peut mettre dans les show notes qui te permettent de vraiment interagir avec le blockchain et pas juste acheter puis revendre la crypto, mais vraiment bâtir sur la technologie. Donc, je pense que c'est comme 3 étapes que les gens peuvent faire en crypto. Absolument. Tu sais, j'entends souvent les gens demander ou dire ou affirmer en fait que la crypto, ça va, comment je pourrais dire ça, remplacer l'argent qu'on a actuellement.
Sur le long terme, les gens espèrent, surtout les gens qui ont beaucoup investi en crypto, espèrent que c'est ça qui va arriver. Est-ce que vous croyez réellement que ça va arriver dans les 20, 30, 50 prochaines années? Dans certains endroits, oui, mais dans certains endroits, non. Comme, je sais pas si je pense que c'est l'Argentine, mais je suis pas sûre. En tout cas, il y a un pays en Amérique latine où est-ce que leur président est très fervent de la crypto. El Salvador. Ah oui, pardon, ça, El Salvador. Il a sûrement investi sa fortune dessus. Oui, bien, il est en train de créer des réserves de Bitcoin pour le pays. Il tend vers ça. Tu sais, exemple, aux Émirats arabes unis, on voit que là, ils ont fait leur mouvement. Ils sont complètement paperless. Là, ils veulent être 100% basés sur du blockchain. Je le vois venir pour certains pays ou États, Singapour, Dubaï, El Salvador, etc. Mais je ne sais pas si les gouvernements vont nous laisser faire ça. C'est quand même assez révolutionnaire. Effectivement, je crois que les États-Unis même, ils travaillent sur leur monnaie virtuelle. Mais est-ce qu'il y a une différence entre une monnaie virtuelle et un crypto? Ben, moi, ma difficulté que j'ai, c'est quand des institutions comme des banques ou des institutions centralisées viennent nous dire « Ah, ben nous, on va créer un token ou on va créer tel truc, on va s'approprier ceci, la crypto qui est dans son essence décentralisée. » Il y a comme un clash. Des fois, c'est un peu bizarre parce que le but, c'est que l'argent se réponde à tout le monde puis que tout soit transparent. Fait que si, à la fin, oui, on me vend de la crypto, mais il y a juste une personne à qui ça remonte, ça marche pas. Je sais pas. I don't know. OK. Pour répondre à la question, je pense qu'il faut aussi retourner dans l'histoire. En fait, comme tu parlais, on a toujours un système de monnaie. Donc, il y a eu un temps où on échangeait des... qu'est-ce qu'on a... Tu sais, à la plage, tu sais, des... En fait, on échangeait carrément nos objets, là, on troquait. Des coquilles. Il y avait un moment où c'était des coquilles de plage qu'on échangeait pour de l'argent. Et après, donc, le concept de l'argent, c'est quoi le but? C'était juste une façon de se coordonner en tant qu'être humain. OK, moi, je ne veux pas te donner ma vache contre mon poisson, donc on va avoir de l'argent. Et je pense que l'argent, c'est vraiment juste une façon de coordonner des activités. Et moi, je pense que, et again, ce n'est pas des conseils financiers, mais on s'en va vraiment vers là. On parlait tantôt du Web3. Pourquoi c'est Web3? C'est parce qu'il y a eu le Web 1, ça c'était l'Internet. Les années 90, 2000, on a eu accès à l'Internet. Après, il y a eu Web 2, qu'on est présentement avec ça. Donc, c'est des compagnies comme Facebook qui te vendent, et qui vendent tes données. Et effectivement, je pense que personne n'aime ça quand on vend tes données. Et maintenant, Web3, qui est vraiment la nouvelle ère, qu'on s'en va vers là. Et je pense que ça va vraiment être une nouvelle façon de coordonner nos activités. Maintenant qu'avec la pandémie, ça a été accéléré. Donc, les gens, ils travaillent à distance. Par exemple, moi, je travaille dans une compagnie où on n'a pas nécessairement d'office. On a des offices, on peut, tu sais, des WeWork, mais on peut travailler de n'importe où. J'ai des collègues qui sont en Italie, en Pologne, en Argentine. Et je pense que cette dynamique fait en sorte que les gens veulent avoir moins et moins d'argent papier. Et la crypto est une solution. Est-ce que ça va être comme ça partout? Pas nécessairement, mais je pense qu'il va y avoir certains endroits où ça va être vraiment prévalent. Surtout dans les endroits où il y a beaucoup d'inflation. Donc, quand on parle de, par exemple, le Venezuela, même en Afrique, donc là où il y a encore des pays qui ont la moitié de leur argent, comme le Sénégal, la moitié de l'argent est dans des banques en France. Donc, est-ce que c'est le Sénégal qui prend une décision ou c'est la France? La France, ouais. C'est comme, on n'a pas payé vos employés aujourd'hui. Exact. Donc, je pense que c'est là que ça devient intéressant, qu'on a une nouvelle dynamique et donc qu'il peut y avoir des gens qui peuvent vraiment prendre contrôle de leur argent. Et c'est ça le but de la crypto, c'est comme être ta propre banque. Donc, de pas nécessairement avoir à donner des comptes rendus à la Banque mondiale, des choses comme ça. Je pense qu'il faudra toujours qu'il y ait une autorité centrale. Moi, je suis un très grand, je supporte la décentralisation, mais parfois, pour que ça soit vraiment, vraiment large. C'est ça, parce qu'on vit dans un monde... Exact. En fait, tout est... Je veux dire, la mondialisation fait que tout est interconnecté. Et là, on veut créer une monnaie qui est totalement déconnectée de tout le monde en quelque sorte, mais tout en étant connectée. Fait que je me demande bien, parce que je pense que c'est un gros défi politique aussi pour les pays, éventuellement. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup de pays qui vont utiliser le blockchain pour pouvoir
comment dire, bonifier, en fait, optimiser les services qu'ils offrent à leurs clients, tout moins à leur population, mais des pays qui ne l'acceptent pas, qui n'intègrent pas le blockchain de leur système, comme le Canada ne le fait pas encore, les États-Unis ne le fait pas encore, si je me trompe pas. Le Canada le font. Ils sont en train de blockchain. Ouais, ils sont en train de travailler sur leur CBDC, donc c'est Central Bank Something Currency. Donc ils travaillent là-dessus, mais ils vont pas encore le sortir tant qu'ils vont pas décider. Donc si tu vas dans le site du gouvernement du Canada, il y a des postes pour travailler sur ce projet, mais ils veulent pas encore le sortir. Ouais. Mais par exemple, il y a 2 semaines, Joe Biden a release un executive order qui dit qu'ils vont aller de l'avant avec la crypto. Donc, c'est juste que comme tous les pays, they're on the fence. Ils regardent un peu à travers la clôture, qu'est-ce que les autres pays font. Et je pense que El Salvador va être un exemple de comment le faire. OK, c'est parfait, c'est excellent. Puis, tu sais, je me dis, je fais le lien aussi avec le monde parallèle qu'on est en train de créer, que les Facebook créent de ce monde, tu sais, créent présentement. J'imagine que ces monnaies-là vont être excessivement utilisées dans ce monde parallèle, quoi. Si je ne me trompe pas. Dans le monde virtuel. Exactement, dans le monde virtuel, comme quand on va se plonger dans... Oui, je me dis. Mais tu sais, moi, je pense que... Moi, en ce moment, si je vais à Toronto, puis je vais chez Livestock m'acheter une paire de sneakers, je peux la payer en Bitcoin. So, c'est pas comme une réalité qui est tant lointaine. C'est une question d'adoption. Ouais. Puis c'est une question de est-ce que les gouvernements vont nous laisser l'adopter? Tu sais, je pense que c'est ça. Là, il y a des nouvelles lois là, que... Tu sais, oui, Biden, il a fait ça, mais il y a des lois qui avaient sorti il y a peut-être... Ça fait longtemps, là, peut-être 3-6 mois, où est-ce qu'il disait qu'il taxait plus, en gros, toutes les capital gains que tu faisais sur ta crypto, sur tes stocks. Tu sais, il y a des choses quand même qui font... Revenu Québec le fait aussi, si je Oui, Revenu... Ben, on va même pas en parler de Revenu Québec. Mais, fait qu'il y a des choses qui font en sorte que ça... Pourquoi on va pas en parler? Ben, parce que c'est un bordel. Ils taxent vraiment beaucoup. À combien? Je pense que c'est 50%, dépendamment de ton revenu individuel. Attends une seconde. Ils taxent 50% de l'investissement que tu as fait. Pas de l'investissement, de tes retours. De quand tes tu cash retours. out. 50%? C'est exagéré, quoi. Dans capital gain, donc c'est par exemple, si on m'appelle un chiffre, mais... Ça dépend de ton revenu. Donc, est-ce que c'est le taux d'imposition est 50% ou on taxe la moitié de ce que tu as fait? Le taux d'impôt... Là, je suis pas une comptable. Ce que je sais, c'est que ça taxe vraiment beaucoup parce que moi, comme moi, je pense à comment le sortir pour que ça fasse du sens. Ouais, mais on s'entend que les gouvernements vont vouloir prendre Ben, leur c'est pour part. ça que la notion de décentralisation n'existe plus. C'est parce qu'il y a notre monde physique qui est là, et c'est notre monde physique. C'est plate. Et, ouais, c'est ça. Et on the other side, il y a Internet qui s'est développé extrêmement rapidement. Et ce que Internet a fait, c'est que Internet a relié le monde entier au même endroit de façon instantanée. Et ça a créé littéralement un deuxième monde qui est complètement virtuel. Et ce qui stoppait ce monde virtuel d'être développé, de se développer, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Maintenant qu'il y a de l'argent, qui est réellement genre certifié, c'est de l'argent, là, c'est en train de créer un monde qui est complètement décentralisé, qui est complètement virtuel. Et il y a des gens, ils ont tout leur argent dans cet argent qui est virtuel. Et c'est malheureux pour les gouvernements de ce monde, OK? Mais c'est la suite logique. Tant qu'on continue à utiliser Internet, la crypto-monnaie, la blockchain et tout, c'est la suite logique des choses. Ouais. Et c'est la suite logique pour l'argent, parce que dire que c'est chacun des gouvernements qui ont leur propre argent et que même le fait que l'argent soit physique avec des billets et tout, c'est un peu arriéré si on y réfléchit. Ouais, moi, je dis tout le temps ça. We're in a cashless society. C'est un peu Mes bizarre. amis me donnent de l'argent cash, je comprends pas c'est quoi. Ouais. Je suis comme, what is this? Je me souviens pas la dernière fois j'ai utilisé de l'argent cash. Oh my God, non. Une fois, mes amis étaient comme, paie-moi en cash. J'étais comme, cash. Il faut que j'aille à la banque, faire la file, retirer de l'argent, then I have to bring it to you. T'inquiète, t'as pas besoin de faire de fil, il n'y a pas grand monde. C'est tellement un concept qui fait peur, comme non. C'est super arriéré, you know. Donc,
la crypto-monnaie, c'est vraiment une suite logique pour l'économie mondiale et c'est une suite logique qui est beaucoup plus fair en plus pour tous les pays et qui va éviter justement ce problème qu'il y a avec les francs CFA qui est complètement absurde. Donc... ils vont créer un crypto slash francs CFA. Là. Ils sont pas prêts de nous lâcher là-bas. Il y avait l'idée de créer une nouvelle monnaie. Là. Je ne veux pas être trop politique, là, fait je vais l'arrêter là. Ils ont politisé cette nouvelle monnaie carrément. Oui, mais tu sais, comme c'est pas mal la même affaire, tu sais. Oui, absolument. C'est les mêmes enjeux. C'est pour ça que je ne sais pas si ça va passer au conseil, malheureusement. Ça passera, malheureusement. We don't know. Ouais. Puis c'est ça qu'on part de suite logique, justement, que, tu sais, nous, je pense qu'on est tous ici des adultes, mais regarde comment est-ce qu'un enfant agit. Quand il joue dans des jeux vidéo, il y a aussi une monnaie qui est dedans. Oui, absolument. Et donc, eux, c'est pour ça que quand un enfant, on parle de crypto, exact, il faut penser à la prochaine génération. Eux, c'est déjà, ils sont nés avec une monnaie virtuelle. Ah, je dois avoir une nouvelle épée. Ah, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir $10 pour mettre ça dans mon jeu virtuel? Et quand tu demandes à un enfant qu'est-ce qui est plus valuable, un $10 papier ou un $10 dans son jeu où il peut avoir une nouvelle épée, il va te donner la nouvelle épée. Et c'est là qu'il faut qu'on pense en monde, dans notre communauté. Il faut qu'on réfléchisse au monde, comment ça va être quand dans 10, 20 ans, tout va être décentralisé, tout va être virtuel. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on commence à parler en tant que communauté pour qu'on puisse être équipé à cette nouvelle réalité-là. Oui, absolument. Damn. En tout cas, c'est beaucoup de choses à apprendre. Parlons un peu de NFT. Oh, Lana's thing. Lana, c'est ton truc. La dernière fois, avec des amis, on était en train de boire, de s'amuser. Tu étais là, JP. Yes. Puis les gars, ils parlaient de NFT. Ils étaient comme, c'est tellement compliqué, il faut avoir une communauté. Genre, je savais pas c'était quoi, je les écoutais. Je sais toujours pas c'est quoi réellement. Puis j'ai décidé de leur dire de prendre comme défi de créer un NFT puis de le vendre. D'être capable de le vendre éventuellement, whatever. Bien sûr, c'était juste une blague, là, on s'entend. Puis j'ai créé un NFT qui s'appelle Bel Garçon Millionnaire. Fait que, juste en joke, tu vois. Fait que c'était joke à 100%, tu vois. Je crois que Jacques, il m'a envoyé un $30. Whatever, je sais pas trop comment. Tu l'as acheté pour $30 sur OpenSea? J'en ai aucune idée où, d'accord? Il y a une application. Tu étais là? OpenSea, je l'ai acheté. Mais je sais pas où se trouve cet argent. Ouais, en fait, ça, c'est autre chose. Bon, ça, c'est parce qu'il l'a envoyé dans un autre blockchain. Donc, lui, il l'a envoyé sur Binance, le blockchain de Binance. Et OpenSea, c'était sur Ethereum. Donc, il a envoyé à la mauvaise adresse. Okay, donc, mais comment faire pour que ces erreurs n'arrivent pas? Parce que je vois quand il y avait des applications, il y avait pas mal de choses à télécharger. En ce moment, le monde actuel, je pense que c'est un des défauts, là, puis je pense qu'on travaille activement towards it, mais c'est vraiment pas clair. Quelqu'un qui rentre dans le monde du Web3 en ce moment est totalement surplombé et overwhelmed par de l'information, ne sait pas où commencer, nos blockchains ne parlent pas entre elles encore. Il y a des projets de développement différents pour chacune des plateformes. Comme c'est vraiment... C'est pour ça, comme je disais, quand on est arrivé, c'est difficile de keep up. Moi, je suis en détox crypto depuis 2 mois. Parce que comme c'est beaucoup. Tu sais, de toujours savoir, OK, OpenSea, ils font Solana, OK, Hikinen, ils font quoi, OK, tel... It's a lot. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que c'est un des gros défauts. Il faut qu'on rende le onboarding process un peu plus seamless. Parce que c'est très difficile. Ouais, et c'est normal, avec n'importe quelle technologie, in the 80s, qui avait accès à un ordinateur. Puis, il y a un concept, il y a comme 5 grandes phases de nouvelle technologie. Il y a la phase 1, ça, c'est Early Adopters. Non, ça, c'est Early Innovators. Donc, ça, c'est les gens, comme par exemple, ici, qu'on parle des cryptos, que peut-être c'était en 2010, quand ça venait de commencer. Et après, il y a eu le Early Adopters. Donc, ça, c'est nous, on parle des cryptos. Mais c'est au début de la courbe, c'est pas trop là. Puis après, il y a comme un trou, c'est comme un chasm en anglais, c'est un trou, qui va faire en sorte que pour aller à l'autre majorité, on va devoir résoudre ce problème de onboarding, le UX, le user experience. Et arriver à là, il faudra que pour amener la crypto là, on aura besoin de résoudre ce problème-là. Après le early majority, il y a le large majority. Puis ça, c'est peut-être dans comme 3-4 ans. Puis après, il y a les laggers, comme par exemple
ma grand-mère, que peut-être Elle va jamais. ça va prendre du temps, peut-être 10 ans à comprendre ce qu'est la crypto. Donc, je pense qu'on est comme dans la deuxième phase où c'est encore très nouveau, puis on a encore beaucoup de problèmes à résoudre, mais au moins, on s'en va vers là. Et aussi, il n'y a pas de loi et de regulations qui sont mises en place encore. Mais là, on parle Les de gouvernements sont encore décentralisé, pris sur tous les trucs des algorithmes Facebook. Là, on est encore ils sont toujours là. You know, so, je pense qu'il y a un gros step. Qu'est-ce qui est triste, par contre, c'est que Montréal, c'est quand même une ville qui est au centre de tous les développements qui se passent en intelligence artificielle, en développement logiciel, computer science. On a des top professeurs. On a presque toutes les compagnies, Twitter, Facebook, Amazon, qui ont des bureaux ici puis qui travaillent avec des chercheurs type les universités. Mais j'ai l'impression que ça ne transfère pas à la population. Mais... C'est le quartier à Montréal où comme tous ces gens-là savent puis créent le futur du Web3. On a Unity, on a Ubisoft, tout ce qui est monde virtuel et tout. Il y a tout. Puis après, le reste de la population, c'est kind of like crickets. Ouais. Même en NFT, les top artistes viennent de Montréal. Puis les gens connaissent toujours pas réellement. Puis la première galerie de NFT est à Montréal, au Canada, et à Montréal. Et puis, ça fait juste depuis quelques mois que le Québec écrit des articles à propos de la galerie. Donc, c'est un process, mais il y a un blocage. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça, Internet, c'est que toutes ces personnes-là dont on parle et tous ces ingénieurs et tout, ils sont vraiment sur Internet et ils sont même plus réellement, genre, ils savent même plus qu'ils sont même à Montréal, you know? Et c'est ça dans à peu près tous les pays, je sais pas, c'est comme s'il y avait les gens oublient qui sont, genre, dans leur monde réel aussi. Mais la géographie n'est pas dépendante sur le succès, genre. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. Il y a des projets du Bangladesh qui font des millions, là. C'est pas... C'est pas comme, il faut... Tu sais, comme exemple, l'industrie du rap, comme il faut que tu sois in the right city, at the right time, around the right... autour des bonnes personnes, tu sais, et tout. C'est pas... C'est ça que c'est cool, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut que tu sois dans le bon Discord, genre. Exactement. Ouais, carrément. Où tu es dans le monde importe vraiment très peu, à part si il te manque des ressources. Et à Montréal et au Canada, ce qui est très bien, c'est qu'on a toutes les ressources possibles pour exceller dans n'importe quel aspect. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes importantes qui viennent de Montréal. C'est parce qu'ils ont toutes les ressources nécessaires aussi. Exact. Puis c'est pour ça aussi que Alberta, historiquement, a été une grosse province avec l'industrie de le gas and oil. Et ils ont proposé un nouveau projet pour remplacer l'industrie de l'essence avec la crypto. Pour des raisons qu'on vient de nommer, on a beaucoup de recherches, beaucoup de scientifiques. Et donc, ça peut justement aider Canada avec tout le futur de la crypto. Donc, pour mettre en perspective, l'an dernier, Ethereum, qui est en blockchain, il y a eu 12 trillions, donc en français, 12 trillions, c'est 12 000 millions de dollars. Et ça, c'est 1 trillion de plus que Visa. Damn. En très un peu an. de temps. Donc, et ça, c'est ce début. Donc, si jamais le Canada se dit, hey, on va capitaliser sur cette industrie et peut capturer, on va dire, on va juste 3-4 trillions, c'est déjà beaucoup d'argent. Et on va dire dans 10 ans, quand tout le monde va avoir un wallet, donc crypto wallet, le 12 trillions, ça va être 120 trillions. Donc, imaginons un monde où il y a 120 000 millions de transactions par année en crypto. It's huge. Puis je pense que le Canada est en bonne position pour se positionner. Donc, si vous écoutez le logo Trudeau, then it's now. Ouais, ça c'est clair. On va envoyer l'épisode à Justin Trudeau. Moi, je pense que c'est l'Afrique qui doit vraiment embarquer dessus aussi. Là. Je sais qu'on est Canadians, love Canada, mais tu sais, je pense qu'ils vont embarquer dessus parce que c'est comme ça qu'ils ont développé l'expertise de l'intelligence artificielle ici. Il y a eu des crédits d'impôt pour plein de compagnies. Ouais, absolument. C'est pour ça qu'ils sont venus. Même chose pour comme les Moment Factory, les Rodeo FX. Comme... les LMR, ouais, on est top dans tout ça. Là. Mais c'est à cause de ça. So I think they have it covered. Moi, j'aimerais ça que les gens et les pays en Afrique rentabilisent ça. Moi, je vois des développeurs qui ont 14 ans, genre, puis qui peuvent
créer, tu sais, fait que maybe c'est peut-être ça qui va vraiment libérer nos peuples aussi. Fait que si je comprends bien aussi, c'est le moment pour les gens de nos communautés C'est de comme le s'y bateau a pas intéresser manqué. réellement. Parce qu'on a manqué beaucoup de bateaux. Ben, on a manqué Web 1 puis Web 2. Exact. Hopefully, Puis beaucoup d'autres choses aussi qui n'étaient même pas dans le web. Tu sais. Je veux dire, on en a manqué beaucoup, mais maintenant, on est, je pense qu'on est en mesure de pouvoir saisir le train. Surtout que, le Web 2, c'est l'Internet qui est accessible à tout le monde, sauf que le ownership revient à des grosses compagnies comme les Facebook, TikTok, etc. Maintenant, qui crée l'attraction sur toutes ces plateformes-là? C'est nous. Bon, OK. On va pas se mentir, là. Le Twitter, without black people, il n'y a pas de Twitter. TikTok, les danses, Clubhouse, ça a commencé, c'était les gens avec des noirs qui ont... Oui, tu sais, Vine, c'était nous. C'est ça. On est bon pour embarquer. Ben, on est bon pour embarquer, populariser, influencer, on va tout faire. We're gonna sweat a lot, but we're not gonna own anything. Mais quand c'est nos propres affaires, est-ce qu'on est autant impliqué? C'est ça aussi la question, tu vois? Ben, ça, je pense que c'est une question plus grosse que celle de la technologie, mais je pense que si on est pour populariser toutes ces plateformes-là et tout, might as well do it for ourselves. Tu sais, comme, je sais pas. C'est un peu tantôt quand tu me disais la crypto que des personnes noires ont créée. Je me souviens pas c'est quoi le nom. Tu m'as dit que tu comprends pas. L'utilité du Exactement, projet. l'utilité mais du projet. Ça aussi, c'est parce que, aussi, mais il y a un beaucoup autre de point, for all the black people out there, comme, on peut-tu garder un standard de qualité qui est bon? Comme moi, je ne veux pas acheter parce que c'est black seulement. Je vais acheter parce que Lana is doing amazing art and she's also black. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Donc, quand je dis que je comprends pas l'utilité du projet, c'est pas négatif, c'est make it clear, puis après, je vais acheter. Ouais, on peut pas parler d'excellence. Je suis dans moi, le premier DAO que j'ai joint s'appelle Black Girl Hottie or whatever, je sais pas trop. Puis c'est un groupe parce que c'est des femmes noires qui apprennent ensemble la crypto. Wow, beautiful. Puis on fait des projets, puis à la fin du mois, tu as de l'argent qui t'est retourné si tu participes au projet puis aux activités et tout. Tu sais, moi, j'ai compris l'utilité, j'ai participé, mais tu sais, il faut juste qu'on... Absolument. Il faut que ça soit pro, parce que je crois que malheureusement, dans beaucoup de nos entreprises ou même des activités qu'on organise, il y en a beaucoup qui ne sont pas... qui manquent de professionnalisme en quelque sorte. Fait que, tu sais, j'avais une question par rapport... on sait que la crypto, le Bitcoin, whatever, tous ces cryptos, ils sont tous instables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être à 60 000, demain, c'est à 40 000 ou... Les stocks aussi, hein? Ah, comment? Les stocks, les actions normales aussi. Le PayPal a une on s'entend pour du monde qui s'y connaît pas. Ça les empêche d'aller de l'avant. Est-ce que vous pensez que ça va se stabiliser mieux? Parce qu'on s'entend, si les stocks avaient des chutes aussi énormes, aussi souvent que les cryptos, le monde serait, oui, c'est sûr, mais parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Les actions, là, c'est des compagnies où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, les crédits d'impôt, les gouvernements, il y a des personnes qui ont des jobs, c'est comme, c'est plus compliqué. Maintenant, pour la crypto, moi, les rendements du Bitcoin sont meilleurs que les rendements de beaucoup de compagnies, là. Les rendements d'Ethereum dans les 3 dernières années sont meilleurs que probablement c'est meilleur qu'un investissement. Est-ce que vous en avez acheté? Oui. Vous en avez acheté quoi? Ben moi, Ethereum, ça a toujours été ma préf, mais j'en ai peut-être 20 coins différents. OK, cool. Je diversifie. Je pense que c'est ça la clé, en gros, pour pas avoir trop de pertes. Il faut juste que tu diversifies au maximum. Ben, moi, en fait, je suis rentrée dans la crypto par les NFT en tant que créatrice. Donc, je ne suis pas une trader, je ne suis pas une investisseuse. Mais tu te fais payer en crypto. Investisseur, ouais. Whatever. Genre, donc, c'est pas ça. Genre, j'ai pas investi, j'ai reçu parce que j'ai créé. Donc, il y a une grosse différence. Et moi, j'incite... Parce que, en fait, la crypto, Web3 et tout, c'est pas juste genre, j'investis pour gagner de l'argent, you know? C'est genre, tu vas l'utiliser pour faire quelque chose ou pour enjoy quelque chose, pour être sur Internet, mais qui est décentralisé. Donc, tu vas vraiment vivre l'expérience. Et au bout de la ligne, genre, l'argent, si tu veux, les tokens viendront par la suite, tu vois? Si toi, tu veux vraiment investir parce que tu as trouvé un projet, un protocole qui fait du sens et tout, et bien là, tu peux investir, tu vois? Mais tu sais que c'est des risques. Dès que tu investis quelque chose, l'argent que tu vas investir, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. D'accord? Donc,
Donc, absolument. la crypto est extrêmement volatile. Donc, Ouais. ça peut genre aller to the moon, comme ça peut aller genre to the ground total, Exactement. you know. Mais peu importe, tes revenus genre et tout d'investissement seront toujours meilleurs que la bourse, comme Mais- on a dit. Tu conseillerais quoi à du monde qui disent OK, moi, je vais pas investir, mais je vais en recevoir? C'est pour pouvoir créer. Exactement. quelque chose. Oui, absolument. Ouais. Mais comment Ouais. arriver à créer quelque Ouais. chose? C'est comme si tu veux créer quelque chose, est-ce que à la base, tu es déjà un entrepreneur? Si tu es déjà un entrepreneur, moi, je te dirais, ben, fais déjà des recherches sur le Web3, apprends les bases et Ouais, bien tout, sûr. apprends la sécurité. Et là, regarde tout ce qu'il y a déjà et dis-toi, est-ce qu'il y a un gap à fill? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que, genre, je pourrais peut-être créer, genre, une plateforme ou quelque chose ou un DAO ou n'importe quoi, une organisation décentralisée, genre, qui manquerait, qui pourrait, genre... Est-ce que je pourrais créer des capsules vidéo qui expliquent à 100% comment créer un NFT ou whatever de ce genre, Ouais. puis de les vendre en tant que NFT? Oui, il y a des gens qui font ça. Ouais, il y a Ouais. des Ben, il y gens a c'est ça que je vais Medium faire. XYZ Vous pouvez qui vend voler des l'idée white aussi. papers, qui vend des articles. En Ouais. gros, c'est comme The New York Times, mais tu peux own l'article que tu as lu. Très Ouais, ouais, c'est intéressant. ça que il y a des médias aussi. Ben, il y a T'entends, Nelly? Farouk qui travaille sur un média. Rogue Radio, ouais. 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 Ouais, il travaille sur un média gars de qui est Montréal, montréalais. OK, ça, c'est très Ouais. intéressant. Mais je pense que le plus important, c'est de trouver une utilité au projet. Peu importe que tu veux Absolument. recevoir ou acheter, si le projet dans lequel tu investis ou que tu crées n'a pas d'utilité, I don't see it working. Parce que moi, je choisis mes coins en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent planter 1 million d'arbres? Est-ce qu'ils veulent créer une école? Est-ce qu'ils veulent faire ci, faire ça? Puis moi, si le plus que les objectifs, les résultats, whatever, sont physiques et réalistes, le plus que je suis comme, ben, ça a l'air d'être un coin qui va prendre la valeur. S'ils réussissent à faire l'école, le coin va prendre la valeur. Mhm. Tu sais? Fait que dans le fond, on peut dire c'est pour faire un projet X. Oui, c'est pour ça qu'il faut lire les white papers. OK. Maintenant, Ouais, people don't écoute, like to read. ouais. That's Ouais. another thing. Mais OK. ça, c'est pour on-coin. Mais aussi, quand on parle d'NFT, il y a aussi le concept d'utilité qu'on parle. Donc, par exemple, j'étais à Austin la semaine dernière pour une conférence de blockchain. Et je voulais être dans un événement. Puis elle m'a dit, OK, il te faut le NFT pour rentrer dans l'événement. Mhm. Donc, j'ai stand up. J'ai mis mon wallet address. Donc, un wallet, c'est ton portefeuille virtuel. Et on m'a job en NFT. Puis quand je suis arrivé à la porte, à la place de montrer un bout de papier ou genre mon ticket sur Gmail, je vois mon portefeuille virtuel et je montre mon NFT. Et si par exemple Rihanna vient à Montréal, Rihanna demande à Lana de créer un NFT pour elle. Puis dans le NFT, ça donne accès à genre peut-être un concert, tu sais, comme le backstage pass. Peut-être ça donne accès à genre un after party que Rihanna fait. Puis on va dire que tu sais, c'est quelque chose qui est bon pour genre toute sa tournée de concerts. Jamais tu as fait le concert à Montréal, mais tu veux pas faire le concert à Toronto. Tu owns un NFT, tu peux après, tu sais, moi je serais dans de, tu le vends à quelqu'un qui est à Toronto. Fait que non seulement tu as accès à utiliser comme le NFT, mais après tu owns le NFT, puis tu peux le vendre à quelqu'un d'autre, puis peut-être faire un profit. Mais tu sais, c'est toi qui le owns, tu sais. Puis en même temps, tu supportes Rihanna parce que, then again, ça va directement à elle, puis il n'y a pas de middleman qui vient, il n'y a pas de, tu sais, de record label qui vient, puis prendre 50% tu sais, des profits. Fait que je pense que toute l'idée des NFT, c'est vraiment juste le début, puis on est vraiment juste au début de voir comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, puis maximiser tu sais, l'utilité. OK, parfait. Est-ce qu'il existe des plateformes tu sais, comme qui expliquent bien sûr tout ce qu'on est en train de se dire, mais en français ou même en créole ou dans n'importe quelle autre langue africaine, quoi? Parce que tantôt, tu disais, oui, l'Afrique devrait capitaliser là-dessus, mais, tu sais, je veux dire, les gens vont parler français. Moi, j'ai grandi en Haïti, j'étais obligé de parler français. Ça ne voulait pas dire que je comprenais le français, Ouais. tu vois? Fait que, tu sais, il y a pas mal de trucs comme ça, tu sais. En Fait que, français, Il y a juste Ledger qui fait en français parce qu'ils sont français. Mhm. Sinon, Coinbase, c'est en anglais. Binance, c'est même pas... Binance, Binance. c'est... Ouais. sinon, je pense que c'est juste en anglais aussi. C'est vraiment Ledger. Ledger est très... Ouais, puis Ledger, c'est un cas Francophone. d'application spécifique. là. C'est sûr que tu n'auras Ouais. pas une vue d'ensemble. Puis, mais je pense que le Ethereum Foundation, ils travaillent là-dessus. Ils sont en train de translate dans différentes langues la documentation. Fait que là, ils ont fait en espagnol. Puis je pense qu'ils sont en train de le faire en français parce qu'il y a beaucoup de francophones qui sont en crypto.
Ouais. Donc, ethereumfoundation.com, je pense, .t-fr. OK. Je pense qu'ils l'ont. Mais sauf que, tu sais, Bitcoin, c'est comme en fait, c'est comme de l'or Mhm. digital. Ce qui veut dire que maintenant, beaucoup de banques, tu sais, les grosses banques de ce monde, ils vont acheter du Bitcoin, puis ça va être 1% de leurs actifs qu'ils gèrent. Parce que c'est comme de l'or. Mhm. Puis je pense, tu sais, dépendant de ta stratégie, again, c'est pas des conseils financiers, mais tu sais, des bitcoins, il faut le voir comme, tu sais, de l'or. Fait que si tu vas avoir de l'or dans ton portefeuille, tu peux en acheter, mais à part, tu sais, le fait que tu peux le store comme un storage, il n'y a pas grande utilité. Puis il y a d'autres coins aussi qui sont plus d'utilité. OK, parfait. Ouais. Je sais que tantôt, tu avais une question que tu me disais que tu allais poser, alors je te laisse la poser. Oui, en fait, c'est parce qu'en fait, moi, en fait, dans mon travail, j'ai la chance de voyager, puis aller dans différentes conférences. Et je remarque qu'il y a justement donc un manque de femmes. Puis moi, je pense que pour que blockchain soit à travers le monde, il faut la moitié de la population, donc plus de femmes. Et donc, comment est-ce que vous pensez qu'est-ce qui doit se faire pour que ce soit plus inclusif pour les femmes, tu sais, puis spécifiquement pour les femmes noires dans le monde du blockchain? C'est quelque chose de remarqué que, if this was done this way, si ça serait fait d'une manière, ça serait plus inclusif. Ben, c'est vraiment la représentation. Moi, quand j'ai commencé les NFT, il n'y avait pas de femmes noires. Mhm. Et il y avait genre peut-être 2 artistes noirs qui étaient quand même famous dans ce temps-là. Donc, j'avais pas de guide, j'avais pas d'exemple et genre, je me sentais pas tellement la bienvenue, you know? Et je savais pas trop si les collecteurs allaient même genre comprendre mon art ou genre Mhm. vraiment genre vouloir le collecter. À ma grande surprise, ils ont adoré, you know, parce que justement, c'était différent de ce qu'ils étaient used to. Et genre, ils ont aimé ça. Et plus le temps a passé, plus j'ai vu d'autres personnes de couleur, beaucoup de femmes qui sont venues dans le space et qui ont vraiment bâti des choses. Et plus tu vois des femmes faire des choses, plus tu te dis que, toi aussi, tu pourrais le faire aussi ou tu pourrais même l'encourager, etc. Donc, c'est vraiment la représentation, parler des projets genre faits par des femmes, etc. Et vraiment les mettre de l'avant et même encourager genre d'autres femmes de ton entourage à regarder et à se renseigner sur ça. Moi, quand j'ai créé ma collection, une grosse collection, les Mona Lana, ça s'appelle. C'était soudain que je l'ai fait parce que c'est vraiment différent de ce que j'étais used to do parce que c'est vraiment une grosse collection qui combine mon art digital mais aussi genre la génération random. Donc, c'est du coding et tout. Donc, mais ça a créé vraiment beaucoup de NFT instantanément et ça a créé vraiment une grosse communauté et ça a fait que au lieu que ça soit juste un collecteur qui collecte une de mes peintures, et ben il y a eu 500 collecteurs qui ont eu mes peintures au même moment. Donc il y a eu 500 voix et 500 personnes différentes qui ont parlé de moi en même temps et qui en ont parlé à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille. Et quand j'ai créé cette collection, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, ta collection, c'est le premier NFT que j'ai acheté parce que ça me ressemblait. Et je suis genre, On reviendra là-dessus par rapport aux communautés pour pouvoir vendre quelque chose comme son œuvre en tant que telle. Mais je te laisse terminer. Ouais, OK. Donc c'est vraiment la représentation qui manquait parce que ça montrait vraiment qu'il y avait beaucoup de femmes et de femmes de couleur qui regardaient ça, mais qui ne se sentaient pas tellement interpellées. Parce que si tu regardes les autres projets famous de NFT, qu'on voit beaucoup, de NFT PFP, donc PFP, c'est genre des grosses collections et tout,
tu vois des singes ou des doodles ou des... Mhm. Tu vois pas, genre, des trucs où t'es genre, ah ouais, genre, you know, Ouais, parce je que les femmes, à la base, elles sont pas très into gaming. Mhm. Donc, si c'est un personnage de gaming ou qui ressemble, elle va être genre, OK, je sais pas ce que c'est, you know. Ouais. Mais quand elles se voient, elles se disent, ah, OK. Puis si elles voient que c'est même une femme qui l'a fait, elles sont encore plus encouragées. Donc, ça a ouvert la porte à beaucoup de femmes, juste une petite collection comme ça. Et après que j'ai fait cette collection-là, il y a eu 1 milliard d'autres collections de femmes noires ou de couleur. Et ça m'a tellement surprise parce que ça s'est créé extrêmement rapidement. Et c'est juste à cause d'un peu de représentation que ça ouvre les portes à plein de personnes. C'est simple. Exact. Puis pour inspirer d'autres femmes ou d'autres jeunes hommes noirs qui nous écoutent, puis les données sont sur blockchain. Il y avait un article qui a été, je pense, publié par c'était CNBC par rapport à ces collections-là. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi environ, puis on peut le voir sur OpenSea, le montant total que ça t'est vendu, ces collections-là? C'était au moins dans les 6 chiffres, non? Ouais. C'est... puisque c'est 500 NFT qui ont été vendus, je ne me rappelle plus, à 0,08 ou un truc du genre Ethereum, l'accumulation, ça fait quand même très beaucoup. Et en plus, il y a des royalties. Donc, très beaucoup, ça veut dire combien à peu près? Parlons chiffres. Ben, à peu près, la collection des Mona Lana, c'est à peu près 200 000 $, un truc du genre. Un peu plus. Great. Et c'est ça, c'est beaucoup. Et il y a des royalties. Donc, à chaque fois qu'un NFT est revendu, eh ben, il y a 15% qui m'est redonné à chaque trade. Et donc, ça a perpétuité. Quelque chose qu'il n'y avait pas avant. T'sais, on parle de beaucoup d'artistes dans la communauté. Je pense que ça s'appelle Basquiat. Basquiat. Donc, cette personne-là, elle est décédée il y a plusieurs années. Je pense que c'est une peinture qui était vendue à, je pense, 10 000, quelque chose comme ça. Maintenant, elle est revendue à des millions. Ouais. Mais la famille de la personne décédée n'a pas accès à ça. Parce que c'est entre des riches collecteurs. Mais imagine si ça était sur le blockchain. Et donc, aussi, on ne sait pas si c'est un vrai Basquiat. Ouais, exact. Donc, aussi. c'est ça qu'on parle de authenticité, les royalties qu'il peut donner à la famille si jamais tu es décédé ou quoi que ce soit. Donc, on parle de generational wealth. Donc, à travers nous-mêmes, ça va être une collection que ta famille peut justement donc bénéficier. Ouais, parce que là-dessus, il y a un point extrêmement important, c'est par rapport au notaire. C'est très souvent, quand on décède, on lègue quelque chose. Je ne sais pas à quel point c'est avancé ici au Québec par rapport à la loi encore, par rapport à ça. C'est quand tu lègues quelque chose à ta famille, par rapport, admettons, cet argent-là qui va continuer c'est à perpétuité, comme tu dis. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la loi? Quand tu vas aller voir le notaire, qu'est-ce qui va se passer au juste? Je pense que là, le notaire, dans ce cas-ci, devient non-relevant. Il n'y aura pas de notaire. Ouais, mais ça va être un contrat intelligent. Hein? Ben, c'est ça, parce qu'il faut Parce que présentement, je veux dire, comme tu disais tantôt, il y a le monde virtuel, puis il y a le monde physique qui est régi par les lois gouvernementales. Comment je le verrais, correct me if I'm wrong, mais comment moi je le verrais, ce serait que l'argent qui a été fait par les œuvres ou whatever réside dans un wallet. Ça peut être un ledger. Il y a un mot de passe pour accéder à ce wallet-là. Fait que soit quelqu'un a le mot de passe. Faut pas le perdre, et ce après, mot de passe-là. Non, faut pas le perdre. Et après, l'envoie au wallet qu'il veut. Ça, c'est le premier cas qui est très massif. Le deuxième cas, ce serait de créer un contrat intelligent avec un avocat qui comprend ou bien juste un contrat intelligent qui dit, quand je vais mourir, voici ce qui va se passer. Il y a 10% qui va aller à tel enfant, voici son wallet, 3% qui va aller à ma première femme, 2% la deuxième, parce que je l'aime moins, tu sais, whatever. Puis après, ce qui arrive, c'est que le notaire ou le gardien, whatever, a le mot de passe. Quand ça arrive, active le contrat intelligent, puis tout le monde est payé immédiatement. Absolument. Sans intervention. Ça serait l'idéal. Sans délai. Ouais. Puis ça, c'est une chose que les avocats même sont en train de travailler là-dessus. J'ai une amie qui travaille pour... c'est un avocat en droit intellectuel, de propriété intellectuelle. Et je me souviens l'an dernier... C'est qui cet ami?
travaille pour Fasken. Ok. Je savais que Fasken, c'était- qui est l'un des plus gros bureaux au monde de propriété intellectuelle. Et c'était environ en juin qu'on parlait de ça. Ah ouais, la NFT, c'est intéressant, mais je pense que ça n'a pas allé trop loin. Mhm. Puis quelques mois plus tard, on se revoit, puis il me dit que tous ces derniers mandats de propriété intellectuelle avaient rapport avec NFT. Parce que maintenant, toutes les grosses institutions, que ce soit les Canadiens de Montréal, ils ont release des NFT. Donc, ils veulent savoir comment ça fonctionne. On parle de des gens qui font de la musique, le sport, l'art. Tu sais, tout le monde peut capitaliser là-dessus. Puis en blockchain, il y a comme 3 gros tech stacks, donc tu sais, de layers de technologie. Il y a la finance, tu sais, pour comprendre tu sais, la monnaie, la technologie, pour comprendre comment ça fonctionne, puis il y a le droit. Mhm. Puis je pense que quand on aura résolu tu sais, le Résolu droit, côté-là, hein. je pense que là, ça va vraiment tu sais, devenir plus mainstream. Puis tu sais, les plus grands avocats de ce monde sont en train de travailler là-dessus. Fait que c'est une question de temps pour qu'on ait réponse à ces questions sur tu sais, le blockchain. Quand j'ai créé mon NFT, on parle beaucoup de communauté. Comment créer cette communauté exactement pour qu'éventuellement tes projets soient achetés? Parce que mon projet Bel Garçon Millionnaire a toujours pas été acheté, quoi. Alors comment je peux faire en sorte que les gens l'achètent? Ben, je pense que après, je vais laisser les filles parler, mais je dirais que tu commences par. C'est juste, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être type de bouche à oreille, comme Lana a commencé. Ça peut aussi être Discord. Donc, Discord, une plateforme qui permet de communiquer avec les gens à travers le monde. C'est comme tu fais une communauté maintenant. On parle de Reddit. Reddit, sont des communautés. Fait que dans le fond, tu crées un groupe ou tu rejoins un groupe. Puis les groupes sont ouverts à tout le monde. Ben, Mais je sais pas si c'est une question de plateforme ou plus de... Faut que tu amènes quelque chose d'intéressant à la discussion, là. Je pense que c'est ça. Bel Garçon Millionnaire n'est pas assez intéressant. Ben non, c'est juste peut-être que ça n'a pas trouvé son public. Moi, je pense qu'il faut que, soit tu trouves ton public, tu regardes comment tu peux t'insérer dans leur discussion, ou soit tu crées ta propre discussion, puis tu vois comment tu peux insérer les gens qui parlent de sujets qui sont liés à ça, là. Mais sinon aussi, il faut être super créatif. Moi, je me rappelle du rollout que Lana elle avait fait quand elle a lancé sa collection. Ben, c'est plusieurs de ses collections. Tu avais fait une salle privée, tu avais fait une exposition privée. Tu sais, je pense qu'elle a investi... Non, virtuel. Virtuel, privé, sous invitation. Les invitations étaient envoyées par Twitter. Fait qu'on voyait qu'ils se faisaient inviter. Les gens mettaient des screenshots de qu'est-ce qu'ils avaient vu dans l'exposition. OK. Fait que c'est comme, tu sais, au-delà de Discord et tout, je pense qu'il faut que tu sois créatif dans la façon que tu l'amènes. Il faut que ce soit différent. Il faut qu'il y ait une utilité. Comme... Une utilité, je suis ouais, l'utilité tout le temps. Là, comme, pourquoi toi et non les autres? Surtout en ce moment, parce que là, en ce moment, je le vois, là, tout le monde fait des projets NFT. J'ai comme 10 amis qui travaillent sur des projets NFT, qui sont comme, oh my God, we're launching. C'est comme un Bored Apes. Mais c'est aussi le moment aussi ouais, d'apprendre. mais c'est pour se faire de l'argent rapide. Puis c'est comme, c'est pas basé sur la communauté. Je suis comme, OK, mais c'est quoi que vous allez faire avec l'argent? Tu sais? Il faut qu'il y ait un but quand même. Oh, OK, fait que je comprends. Parce que mon projet Bel Garçon Millionnaire, je l'en parle c'est juste que pour rallier les gens, tu sais, pour créer une communauté doit avoir des buts et des objectifs qui sont similaires. Fait que si tu as une notion d'utilité qui rassemble plusieurs personnes, genre, on va rénover une école, on va créer notre propre média décentralisé, on va financer un 3e candidat pour la candidature de la présidence américaine. Ça, c'est des objectifs qui rallient des gens. Fait que là, après, il y a un plan qui peut se décliner. L'argent va être utilisé pour quoi? Ah, c'est pour qu'on ait un office dans chaque État pour faire tel truc. Absolument. Puis là, les gens, après, il n'y a pas de chienne parce qu'ils se rallient à travers ce but commun. Fait que Absolument. quand tu trouves ça, je pense que tu vends. Il faut créer, savoir pourquoi tu le fais, C'est ça. puis être dans un groupe. Mais Exact. c'est comme Ou tout créer un produit groupe, que tu veux. C'est parce que quand tu fais un NFT, tu fais pas seulement juste un produit pour... Ben, si c'est juste de l'art, si tu es juste un artiste, OK, c'est juste ton art. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une utilité. You let it be, puis c'est ça. Mais si tu veux faire un projet de NFT où il y a beaucoup de personnes impliquées en même temps, ben là, tu nous vends un produit qui est en même temps une action et il faut que ça monte en valeur idéalement, sinon quel est notre intérêt dans ça? Et donc,
il faut vraiment une équipe pour ça. Donc, il faut une personne en marketing, une personne en finance, une personne en développement, une personne en user, une personne en communauté, donc une personne qui va parler de ça et tout. Donc, ou sinon, tu peux tout faire toi-même si tu es capable de tout faire toi-même. Mais il y a plusieurs façons d'utiliser les NFT. Donc, selon genre ce que tu veux faire avec ton NFT, eh ben, tu vas faire les actions qu'il faut. Donc, là, tu as fait un petit NFT qui est un peu une blague. En fait, c'est une photo, j'ai pris, je l'ai mis dessus. C'est un peu une blague, mais en même temps, tout en gardant quelque chose de sérieux, parce que l'argent collecté, s'il y aurait d'argent, ce serait pour envoyer des enfants à l'école en Haïti, tu vois. Mais est-ce que c'est le message premier de la campagne? J'en ai aucune idée où ça a été écrit. Mais il faut vraiment, même dans les blagues, même dans des mimes qui sont devenus des NFT, il faut toujours une structure. Ça peut être le NFT le plus ridicule du monde, mais tant que tu as une structure et qu'il y a un but précis, ou même quand il n'y a pas de but précis, si tu nous précises, il n'y a pas de but précis pour ça, c'est un mime, c'est drôle. Ouais, les gens vont genre, OK. Il y a un projet qui s'appelle Sartoshi et c'est les Muffers. Et c'est vraiment un dessin de mime. Et lui, son Twitter, il faisait que des mimes. Et il vendait des mimes en NFT. Donc, il a commencé à juste vendre un mime. Et les gens trouvaient ça drôle. Donc, toute sa communauté. C'est comme si tu étais un gars sur Twitter, pas sur Twitter, sur Tumblr, OK? Et t'avais ton blog, Tumblr, et tu crées des mimes qui sont super drôles et les gens t'aiment bien. Et ils te like et ils retweetent tes choses. Et bien là, tu me dis, genre, j'ai fait ce mime-là qui est vraiment drôle et genre, tu peux le posséder. Puis genre, puisque genre, je deviens famous et tout parce que les gens aiment mon contenu, parce que genre, je suis un créateur de contenu, genre, au bout de la ligne, et ben genre, je monte en valeur parce que je deviens de plus en plus populaire. Donc, si tu achètes mon NFT maintenant à ce petit prix-là, peut-être que plus tard, quand je vais faire un auction pour un autre NFT, plusieurs personnes, parce qu'il y a plus de monde qui vont m'aimer dans quelques temps, et ben ça va faire un gros auction et ça va arriver à 5 Ethereum au lieu de 1 Ethereum, le tien que tu as acheté. Donc, tu pourras le revendre aussi à peut-être 5 Ethereum. Donc, peu importe la façon genre, dont tu fais ton contenu, et ben avec les NFT, tu as un moyen maintenant de le monétiser réellement. Donc, toutes les personnes qui avaient des Tumblr et des blogs, toutes les personnes qui ont un Instagram et qui ont des blogs de whatever, et ben maintenant, avec leurs followers qu'ils ont, et ben ils peuvent le monétiser. Donc, c'est vraiment ça. C'est juste que ta communauté, maintenant, peut t'aider et peut investir en toi. OK. OK, très intéressant. Un exemple, ça peut aussi être en musique. Tu sais, je pense qu'on a tous connu un artiste, qu'on était vraiment fan de cette personne-là, puis on était vraiment excités. Personne ne le connaît, juste moi, je le connais, je suis un vrai fan. Mais imagine, tu as supporté l'artiste dès le début, quand elle est rentrée en musique. Puis imagine, tu as reconnu, je prends encore l'exemple de Rihanna. Rihanna, avant qu'elle devienne famous, mais tu as acheté un NFT de Rihanna, il y a comme 10-15 ans. Tu sais, elle a pris la popularité, mais toi aussi, vu que tu as supporté l'artiste aussi t'amène dans son, dans son fame. C'est une manière d'investir sur le long terme. Moi, je pense que, parce que la discussion est souvent centrée au niveau de comment on peut se faire de l'argent, mais il y a quand même un bénéfice très gros pour l'artiste. Exemple, Rihanna, peut-être qu'elle n'aurait pas eu besoin de signer à Jay-Z, puis elle aurait pu créer son propre label par elle-même parce qu'elle aurait eu 1000 fans qui auraient acheté un NFT à 100 $, 1 million de fans qui auraient acheté un NFT à 100 $ chacun. Puis ça lui permet de financer tout son empire. Absolument. Exact. Puis là, elle n'a plus besoin d'aller voir LVMH pour faire une marque ou quelque chose. C'est là où on crée vraiment des generational wealth. Je trouve que c'est gagnant-gagnant. Exactement. Je trouve que la crypto, les NFT, tout ça, ça ramène beaucoup de valeur ajoutée pour les créateurs, surtout. Exact. Mais moi, ce que j'ai peur pour les créateurs, c'est que tout ça devienne décentralisé, puis avec trop de règles, puis qui fait que les gens sont... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de corporations qui risquent de perdre des milliards de dollars. Ouais. Fait est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont juste rester comme ça? OK, pas de problème, on va perdre. Non, c'est pour ça qu'ils essaient de l'intégrer à leur plateforme. Exact. Maintenant, nous, on doit être assez fort pour reconnaître que some things work. Il y a des choses qui nous aident, des choses qui nous aident pas.
exemple, Twitter, en ce moment, je trouve qu'ils occupent une très bonne position. Ils nous supportent dans notre développement. Ils mettent des fonctionnalités spécifiquement pour la communauté. Ils parlent souvent à la communauté. Twitter, c'est le genre de compagnie, ils font un tweet, ils sont comme « Qu'est-ce que vous pensez de ça, guys? » Puis là, tout le monde répond, puis ils te répondent. Ils sont comme « Ah, c'est une bonne idée. » Versus, exemple, Facebook, peut-être que c'est un peu plus closeted, un peu plus comme un huis clos, on ne sait pas qu'est-ce qui se trame. Ben, au camp, ouais, je vois. Tandis que moi, je trouve, puis l'esprit du Web3, c'est building in public. Ouais. C'est de montrer ton processus, d'être hyper transparent, de ownership. Fait que c'est des valeurs qui collent moins avec un Facebook. Ouais, absolument. Historically. Ouais, ça, c'est Peut-être faire qu'ils vont attention. changer, mais... Oui, c'est ça. Je pense qu'ils vont devoir s'inscrire un peu plus dans ces valeurs-là. Je pense que le nom, le changement de nom aussi donne le ton. Ben, ouais, il donne le ton pour un autre monde plus que Il y a eu beaucoup de changements de nom décentralisé. ces temps-ci. Même Ouais. Twitter, leur parent company, c'est genre Block maintenant. Ah bon? Ah, bon. Il y a beaucoup de changements de nom. OK, c'est parfait. Écoute, merci énormément. Mais avant tout, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent avoir plus d'informations, s'ils ont des questions, c'est où qu'ils peuvent vous trouver? Rama? Moi, c'est Dust Study. Donc, Dust Study _co sur toutes les plateformes, Instagram, Twitter. LinkedIn. LinkedIn, non. Vous pouvez me chercher Ramasso, si vous me trouvez. On va te trouver. If you find me. Moi, c'est Lana Denina, par en bas sur Instagram. Et sur Twitter, c'est Lana Denina seulement. Pour ma collection, la plus récente, c'est de Mona Lana sur Instagram et sur Twitter. Excellent. JP? Moi, deux plateformes, LinkedIn, je suis plus actif, donc Jean-Pierre N. Guizguié. Sur Twitter, jpierre_ETH. Donc, pour tout le monde qui ont des questions sur blockchain, que tu sois un développeur ou non, reach out, puis je vais répondre. OK, c'est parfait. Ben, écoute, merci énormément. Sincèrement, je trouve que c'est important de parler de ce genre de sujet dans nos communautés pour ne pas manquer le trait encore une fois. Puis je crois qu'on est capable, avec Lana, tu l'as prouvé, puis vous en parlez très bien aussi, de créer une certaine richesse générationnelle éventuellement pour nos enfants qu'on va avoir. Alors, merci énormément, vraiment. Fait que merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.